a record of the delightful piece they're going to play this evening. En partenariat avec le service de valorisation de la recherche de l'Université de Corse, Napier Campus Corté vous présente Débaltations. Bonjour à tous, chers auditeurs de Radio Napier. Vous êtes sur 90.6 et aujourd'hui dans Débalta Science, je reçois Yann Vacher que j'invite à se présenter. Alors, au niveau du nom, c'est fait. Ouais. J'ai été présenté. On a les particules. Je suis enseignant à l'INSPE, connu précédemment sous le nom de SP et connu plus largement sous le nom d'IUFM historiquement. Ouais. Et alors pour les anciennes générations, d'école normale. Non, mais ça nous renvoie à très vieux. C'est une noble descendance. Et en matière d'enseignement, mais aussi de sciences, la descendance peut être intéressante, notamment en matière d'épistémologie, c'est-à-dire savoir d'où on vient et comment se construisent les connaissances. Donc voilà, donc je suis enseignant depuis plus de 20 ans dans la formation des enseignants, ce qui peut faire tourner la tête dans le sens de la mise en abîme, puisque des fois on se retrouve à être le coach de coach, le formateur de formateur de formateur. Voilà. Donc c'est un peu mon métier et c'est dans ce domaine-là que je fais un petit peu de recherche et que je sévis en matière pédagogique. D'accord, de la recherche dans le cadre académique du coup ou sur un temps libre? Recherche sur le temps libre, puisque c'est des secteurs de recherche qui ne sont pas développés à l'Université de Corse, et donc en partenariat avec plutôt des électrons libres aussi à l'étranger, en Suisse, en Belgique. J'ai une question qui ressemble à ça, mais de la part d'auditeurs en off. Quand on fait de la recherche en libre, on peut quand même publier? Oui. C'est pas gênant. Alors, c'est pas gênant parce que normalement, il y a un juge de paix en matière de publication qui est la qualité de la publication. Oui, c'est revu par les pairs. C'est revu par des pairs. Alors après, toutes les revues n'ont pas le même niveau d'exigence dans la relecture. Donc forcément, je dirais que la quantité dans l'absolu de publication, c'est pas le critère, c'est pas le critère majeur. Mais oui, on peut publier à partir du moment où ce que l'on produit en matière de recherche est reconnu comme digne d'intérêt par une revue, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire avec des orientations plutôt applicatives ou en recherche fondamentale, ou selon le type de science, il y a toute une architecture de revues et donc de réseaux de diffusion. Voilà. Donc le fait d'être en électron libre hors laboratoire n'empêche pas de publier. C'est pas handicapant. Maintenant, il y a probablement des secteurs en sciences dures dans lesquels les réseaux sont des réseaux qui nécessitent des appuis de laboratoire pour avoir de la publication, parce que je pense en biologie, on est souvent à 3, 4, 5 auteurs, et donc c'est quand même rare d'avoir des coordinations de 4 à 5 électrons libres qui puissent arriver à de la publication seule. Ça arrive, mais c'est quand même plus rare. D'accord. Alors rentrons dans le vif du sujet. Comment on enseigne des enseignants? Est-ce que ça fait comme... Est-ce qu'on a un parterre d'enfants? Quel âge ils ont déjà, vos élèves? Alors, sur la formation au niveau de l'université, les étudiants qui préparent le concours d'enseignement le préparent à partir de Bac+4. Donc, on est dans un master. Donc, ça fait une dizaine d'années qu'on a masterisé la formation des enseignants. Et donc, ils auront une formation en préparation sur 1 ou 2 ans. Ou alors, s'ils réussissent leur concours à l'issue de la 4e année, donc de la première année de master, ils seront professeurs stagiaires sur la 2e année de master. Donc, on a des publics très hybrides, parce qu'on a plein de configurations, des gens qui arrivent de concours internes, donc qui ne passent pas par nos masters et qu'on reprend dans nos masters, des gens qui mettent 2 ans pour avoir le concours, voire plus, donc qui sont inscrits en DU. Donc, on a un patchwork assez incroyable et un casse-tête pédagogique terrible pour tenter de retrouver des parcours cohérents dans l'offre de formation. C'est très compliqué, d'autant plus qu'on en est à 4, 5, 6 réformes sur les 10 dernières années de la formation des enseignants. Donc autant dire que c'est un sujet qui est politiquement sensible et que chaque ministre trouve intéressant de faire une proposition de réforme, parce que c'est aussi à l'image de ce que l'on donne comme importance à la fois symbolique, donc politique, donc parfois électorale, à la place de l'éducation dans la société. Pourquoi c'est quoi? Ça paraît comme un enseignement de gauchiste, de joyeux gauchiste? Ça dépend des alternances, ça. La question des gauchistes qui seraient les pédagogues, donc les pédagogistes,
qui aurait le pouvoir dans les IUFM, par exemple. C'est pour ça que je remontais aux IUFM. C'est quelque chose qui existe réellement, puisque régulièrement dans les campagnes électorales, cet argument est opposé à la formation actuelle. Donc ça, c'est vrai qu'il y a, je disais tout à l'heure, des enjeux qui sont symboliques parce qu'un ministre a tout intérêt à avoir une belle loi qui porte son nom en matière d'éducation, parce que c'est porteur. C'est une idée de la France, c'est une idée de la structuration sociale. L'éducation au centre, c'est un des plus gros budgets. Et ce budget, quand il a dépassé celui de l'armée, on a dit, la France, regardez, patrie des droits de l'homme. L'université, c'est 10 milliards, il me semble. Oui, c'est des budgets qui sont... Non, c'est des budgets qui sont très importants. Donc il y a une symbolique, mais il y a aussi des marqueurs politiques sur l'enseignement. Des marqueurs politiques très nets et qui ont été... Oui, mais là, on le voit particulièrement avec Blanquer et les remous que ça suscite. Alors, oui, mais avec probablement des paradoxes de surface qu'on avait rarement vus chez un ministre, chez Blanquer. Ah, mais il faut voir les antécédents de Blanquer, son parcours avant. Effectivement, ça fait... Là, en termes de paradoxe, on est bien, ouais. Oui, mais c'est pas seulement le... Je trouve que ce qui est intéressant, c'est que ça pose un problème de pragmatisme éducatif et puis d'air du temps aussi. C'est-à-dire que les paradoxes dont est porteur Blanquer, c'est probablement les paradoxes d'une société qui à la fois a une assise conservatrice sécurisante, historique. La France, en tout cas, se structure autour de ces éléments, mais est aussi forcément tournée vers une vision progressiste. La question, c'est quel est le type de progrès qu'on fait. Et actuellement, une des orientations fortes qu'on voit au niveau international, mais au niveau français, c'est l'idée que du côté des sciences cognitives se situe le progrès, avec une très grosse proximité avec les problématiques d'intelligence artificielle. Et ça... c'est au-delà du marqueur politique. Le marqueur politique précédent de l'école était celui de la distinction entre, très caricatural d'ailleurs, mais du coup souvent porteur en matière de campagne électorale, était celui d'une école centrée sur l'élève ou d'une école centrée sur le savoir. Ce qui a été cette grande distance entre les républicains et les pédagogues. Qui est très caricatural. Dans la réalité, on n'avait pas ce grand écart. On est toujours dans cet entre-deux. Oui. Mais la nouveauté actuelle, elle est plus forcément que dans ce débat sur l'élève ou le savoir, qui a été vraiment un marqueur idéologique très net, c'est désormais sur la question de la médiation entre l'élève et le savoir. Et la question de la médiation entre l'élève et le savoir, là, elle pose des questions profondes de pédagogie, et la question de l'intelligence artificielle, des nouvelles technologies, vient... surtout avec les innovations techniques, type Internet, téléphone, ça vient rebalancer les cartes, quoi. Et oui, parce qu'elle dit, nous, on est capable d'avoir un propos qui est désidéologisé, puisque nous sommes des pragmatiques sur l'espace intermédiaire, qui est celui de la méthode. Qui c'est qui dit ça ? Personne n'ose le dire. Mais par contre, c'est un propos qui est assez net, qu'on entend autour des cadres du ministère de l'Éducation. C'est-à-dire de dire, nous sommes un ministère du pragmatisme, on n'est plus dans l'idéologie, on a une forme d'avancée qui est avec les outils. Et on va donc penser les outils. Il y a même une très bonne illustration que j'ai entendue il n'y a pas très longtemps. Je pense pas qu'il nous écoute, donc il m'en voudra pas, mais je dirai pas son nom, quoi qu'il arrive. Mais on lui avait reproché d'avoir le même polycope depuis 20 ans. Et on est tous les deux dans un bureau. Je dis oui, mais c'est le même polycope depuis 20 ans. Et il me dit oui, mais les maths n'ont pas changé depuis 20 ans. Bon, alors on ne sait pas qui c'est, mais on sait quelle discipline. C'est déjà très stigmatisant, je trouve. Mais alors. Pour défendre le diable, puisqu'il est présenté comme tel. Non. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un type d'argument qui... Alors, dans des sciences, justement les sciences cognitives faisant énormément de progrès, on voit de plus en plus de papiers sortir sur le cerveau et la cognition. Moi, de toute façon, je fais le pronostic. Si le 20e a été le siècle de la révolution physique, 21e, ça sera la révolution du cerveau, promis, juré. Et il y aura vraiment, on pourra vraiment faire la différence entre ce qu'on en savait au 20e et ce qu'on en sait au 21e. Non, c'est juste voilà, c'est pas le diable, mais je veux dire, il peut y avoir ce contre-argument. Je vais le défendre. Et parce que quand on est en maths ou dans des sciences entre guillemets plus dures, on peut dire, ouais, mais enfin, au bout d'un moment, la gravitation, c'est M1, M2 fois G divisé par le carré de la distance, quoi. Mais quand on est sur cette position,
par rapport au débat qui était celui de la pédagogie et celui du savoir. C'est qu'on a recentré sur le savoir. Si les mathématiques n'ont pas changé, c'est qu'on a face à soi la conception de quelqu'un qui est un réceptacle. C'est-à-dire qu'il suffit de transmettre ce savoir. Oui. Mais par contre... Une approche descendante. Une approche transmissive, mais par contre, ce qui a été intéressant du point de vue historique de voir, c'est que derrière cette approche transmissive, il y a une approche politique, qui est celle de la sélection. Oui. Et qui se propose bien souvent comme apolitique, malheureusement. Parce que qui est capable de recevoir ce message qui n'a pas été transformé, travaillé, didactisé? Ceux qui sont capables de le recevoir. Et là, il y a du déterminisme. Qu'on soit bourdieusien ou non, on se rend compte que la capacité de réception, et là, les sciences cognitives, c'est intéressant, parce qu'on est dans une boucle qui nous piège. C'est que les sciences cognitives ont aussi amené des éléments à la sociologie, à la psychosociologie, qui montrent, oui, qu'à un moment, dans la construction de notre sensibilité, je pense aux travaux d'Olivier Houdet sur le raisonnement, par exemple, et sur les intelligences multiples, eh bien, quand on a ça, on a développé des sensibilités, des approches, ce qui ne veut pas dire qu'on est figé et fatalement dans ces modèles cognitifs, mais qu'on a développé des affinités cognitives avec des formes d'approche. Et donc, si on revient sur une thèse plutôt bourdieusienne, alors il y avait un déterminisme dans la réussite. Pour préciser, il y a un point très important dans ce que tu viens de dire, c'est on a des déterminismes qui engagent à des facilités, non pas, souvent on dit oui, mais il y a des facilités avec le français, etc. Non pas à des matières, mais même à des formes d'enseignement, qui pourraient surplomber plusieurs matières. C'est des cultures au sens des habitus, mais c'est devenu, et c'est ça qui est très intéressant, notamment autour des questions de plasticité cérébrale, mais aussi de la surinformation potentielle que l'on a. C'est aussi devenu des cultures de l'apprendre à apprendre, du rapport au savoir. On parle souvent de la capacité de concentration des élèves. Ouais, ça fait quand même sacrément joyeux gauchiste, tout ça. Et non, ce qui est intéressant, justement, c'est que désormais, ce type d'argument est utilisé indépendamment du marquage politisé. C'est-à-dire que les sciences cognitives sont venues rebattre ces questions. La question, par exemple, de la concentration d'un élève est utilisée aussi bien par des porteurs d'idéologies fortes de l'école à droite comme à gauche. Oui, je suis en train de repenser. J'ai un exemple de ça où est-ce que je me disais, mais attends, on ne peut pas admettre ces déterminismes-là sans être bourdieusien à un moment ou à un autre. Et en fait, non. Tout à l'heure, en off, on parlait de Laurent Alexandre qui, en même temps, a publié un papier qui dit... pourquoi Bourdieu avait tort, en parlant de l'intelligence et de l'enseignement, et qui, dans un autre temps, est capable de faire la promotion d'auteurs américains ou anglais qui, justement, disent l'école, c'est qu'un moyen de reproduction sociale, c'est une machine à reproduire, on va dire. Donc, je me demande comment il fait cohabiter ces deux choses-là, mais j'ai peut-être pas assez d'imagination. En tout cas, actuellement, il me semble, mais ça, c'est mon hypothèse de ce que je vois des grandes tendances, c'est qu'il y aurait une forme de pragmatisme, je vais aller dire jusqu'à du en même temps, qui pourrait concilier ce qui, à un moment, était caricaturalement et du coup stratégiquement, politiquement séparé, avec les marqueurs du savoir d'un côté et de l'élève de l'autre, donc des pédagogues d'un côté et des républicains de l'autre. Et la médiation de cet espace est devenue en soi un enjeu, les méthodes d'apprentissage, et sur lesquelles, ce qui est très intéressant, c'est qu'on retrouve, mais à un second niveau, alors là on est plutôt en théorie de la communication chez Bateson, chez Václavic, l'école de Palo Alto et autres, on est à un second niveau de lecture de ces problématiques. C'est quoi ? Qu'est-ce qui relèverait d'une forme de conservatisme dans le fait d'être dans cet intervalle progressiste, du pragmatisme ? Et donc là, il y a des éléments qui sont intéressants à réinterroger. Par exemple, l'idée qu'il existe des bonnes pratiques. Ben justement, c'est un peu ça. J'ai une question qui peut paraître un peu naïve, mais est-ce que, comme on enseigne à enseigner, est-ce qu'on enseigne à enseigner de la même manière à quelqu'un qui va enseigner des mathématiques, de l'histoire, de la sociologie ? Est-ce que toi-même, dans ton enseignement, tu fais cette distinction-là ? Et est-ce qu'il y a des parcours différents ? Ou est-ce qu'on peut s'attarder sur la forme sans que ce soit un problème pour le matériau qu'on veut transmettre ? Question très intéressante. Je vais juste revenir un petit peu en amont parce que tu dis tu fais la distinction sur les matières.
en disant est-ce que j'enseigne de la même façon à un futur enseignant. Je reprends juste des distinctions qui sont faites Tout à par fait. Le champ académique Mais donc, et qui devront se retrouver. Je vais juste en dernière remonter à année. un autre niveau de distinction qui existe et qui est intéressant en sociologie de l'éducation, c'est une différence qui est faite entre andragogie et pédagogie. L'andragogie, donc c'est un courant américain, donc pragmatique, vraiment, qui s'inscrit dans le pragmatisme anglo-saxon, qui, depuis une quarantaine d'années, met en avant comme principe préalable à tout qu'il existe une différence profonde entre des adultes et des enfants. Donc il est nécessaire de penser la pédagogie, alors dans l'absolu générique, de façon spécifique pour les adultes et pour les enfants. D'où le terme d'andragogie, qui est celui de la pédagogie pour adultes. Okay, ça, c'est la première distinction. Ce qui viendrait en amont de ce que tu demandes, c'est-à-dire est-ce que j'enseigne de la même façon que j'enseigne à des enseignants ou à des enfants. D'accord ? Et là, le modèle andragogique américain, lui, va dire non. Il y a des déclinaisons très spécifiques de l'adulte. Parce qu'il a déjà mangé pas mal de trucs. Ouais. Il est autre chose que l'enfant. Et les enjeux sont différents. Si ça t'intéresse, je peux expliquer un petit peu quels sont les points de différence qui ressortent. Mais je vais aller sur le deuxième niveau. Le deuxième niveau, celui que tu me demandes, c'est-à-dire de la différence entre enseignement. Si tu considères que c'est ton élève, étudiant, futur enseignant, qui est au centre, alors la question des savoirs, qu'ils soient disciplinaires, les matières d'enseignement et autres, devient secondaire. Et on est plutôt dans les pédagogues par rapport à ta réponse. Si tu considères qu'il existe des cultures disciplinaires assez fortes pour nécessiter un enseignement qui est spécifique à cette culture disciplinaire, alors on va placer plutôt le savoir. Et il y a la didactique professionnelle qui va s'appliquer à ce champ spécifique avec tel type d'approche. Okay ? Très clairement. Et de la même manière, si la personne dit oui, mais moi c'est dans ce milieu-là que je vais enseigner. Typiquement, pour prendre une caricature, un qui dit oui, mais moi je vais faire un STIT, et l'autre qui dit oui, mais moi je vais enseigner à l'ENS. Là aussi, du coup, il y a des spécialisations entre guillemets. On ne va pas enseigner de la même manière vis-à-vis de cette approche andragogique ouais. dont tu parlais tout à l'heure. Alors, là, il y a un autre point qui est vraiment... là, c'est au cœur de mes travaux, moi. Mais attention, et là, ça me permet de me situer. Moi, je suis clairement du côté de la pédagogie, avec des approches qui sont dites, qui sont proches du travail de psychologie humaniste, de ces courants-là chez Rogers et autres. Oui, c'est comme disait l'autre, c'est si tu as compris quelque chose, dans tous les cas, tu peux l'expliquer à un enfant de 6 ans. alors non, parce que là, celle-là... Et tu pourras l'expliquer à tout le monde. Cette formule, elle parlerait du savoir, c'est-à-dire ce que tu as compris. Moi, je vais déplacer un tout petit peu en disant que moi, je me positionne dans un champ où, si l'humain est central, être humain est transversal. C'est-à-dire que les ressources, les caractéristiques de l'humain existent de l'enfant à l'adulte, du prof de maths au prof de physique, d'éducation physique. Allez, allons plus loin. Ça me rappellera mon histoire personnelle. Oui, de la maternelle à l'ENS. C'est-à-dire que je pense, avant de penser mon savoir, je vais penser à l'humain qui est en face de moi. Et l'humain... et là, moi, c'est le courant dans lequel je suis, possède un certain nombre de caractéristiques qui, elles, sont transversales à la fois dans le temps et l'espace. Transversales dans le sens, dans son processus de construction, mais aussi dans le synchronique et diachronique. Voilà. Et ces caractéristiques, elles sont, par exemple, si on les relie à la pyramide de Maslow en termes de besoins, eh bien, elles sont liées à des besoins. Et donc, à partir du moment où un certain nombre de besoins sont assurés... Juste par parenthèse, la pyramide de Maslow, pour les auditeurs qui ne sauraient pas, c'est une hiérarchie qui se fait entre les différents besoins humains selon Maslow. Alors, ça commence par la nourriture, etc. Voilà, et puis on finit avec le bien-être, c'est-à-dire le petit plus, quand on est épanoui, et que là, on peut aller vers des besoins qui sont... Parce que je précise, on a un auditoire hétéroclite. Mais c'est pour ça que tu viens de donner très clairement les éléments qui permettent de comprendre ça. Donc, en fait, ça voudrait dire que ces catégories de besoins font que les apprenants, finalement, quelles que soient les caractéristiques ou leurs caractéristiques en termes d'âge ou leur milieu, eh bien, il y a des choses qui relèvent
d'éléments communs à tous quand on parle d'apprentissage et donc d'enseignement. Okay, ça, c'est la position moi, dans laquelle je me retrouve. Mais tout à l'heure, j'ai parlé d'andragogie, et l'andragogie, elle part d'un autre préalable. C'est que les caractéristiques sont différentes, notamment en termes d'autonomie par rapport à la présence. Un enfant à l'école est soumis à un caractère d'obligation. Et pour eux, ce caractère d'obligation modifie déjà fondamentalement le rapport au savoir. Un adulte en formation est dans un processus de formation volontaire, Oui, il est dans un d'accord, processus de maturité par rapport à, parce qu'il a déjà l'expérience scolaire. En gros, Donc, il sait pourquoi il est là. et son rapport au savoir en est différent, à la fois en termes motivationnels, mais en termes d'expérience dans le rapport au savoir. Voilà ce que, en gros, postule l'andragogie. D'accord ? Moi, si je le prends sous un autre angle, je vais donner d'autres critères pour dire qu'il y a transversalité, et c'est-à-dire communauté. Sur les modèles, sur le couple enseignement-apprentissage. Par exemple, la question du sens. Le sens chez un enfant de 3 ans, ça pourrait être le partage, la reconnaissance. Mais si je dis le partage et la reconnaissance, je peux très bien le retrouver comme un moteur puissant chez l'adulte. Si je dis le niveau de compréhension de l'élève, cet élève peut avoir 70 ans, peut avoir 3 ans. La question du facteur niveau de compréhension est autant prédominante chez un élève de maternelle que chez un élève. Ce qui fait que, dans l'approche que je présente, en tout cas, qui se retrouve un petit peu opposée à l'andragogie sur des bases de différenciation, moi je dirais qu'il y a une base de communauté qui pose à l'enseignant le même type de questions. Et donc, on penserait ce qui fait communauté chez tous les enseignants d'enseignants. Donc si je dis quelque chose du genre... Je te donne un exemple et tu me dis ce que tu en penses. Imagine un élève très beau, très beau, très intelligent, avec des fortes tu vois, des dispositions. Tu peux Beauté, intelligence, ouais. On a 3 heures d'émission pour définir ça ou... Bon, allez, on part non, sur... Non, je plaisante. Allez, bon, non, je suis... En vrai, moi, j'ai fait ma scolarité comme ça. Après le bac, j'ai raté avec panache 2 années de droit, de première année. Et après, je suis parti chercher à manger dans la savane, un peu partout, en France, puis un peu en dehors de la France. La savane française, oui, bah ouais, c'est une image. J'ai cherché, quoi, tu vois. Justement, j'ai dû sortir. Non, puis je suis allé en Angleterre, il n'y a pas plus de savane non plus. C'est un échec. Ouais, non, un échec total. Mais j'ai trouvé quand même à manger. Donc ça allait. Et disons qu'à force de bouquiner, je suis retourné à la faculté. Parce que je me suis dit, bon, c'est bien de savoir ces choses-là. Maintenant, ça serait bien de les savoir, de les légitimer. Et l'institution qui légitime ces savoirs-là, évidemment, si je veux pouvoir les mettre entre guillemets sur mon CV, il va falloir que je passe par l'institution qui légitime ces savoirs. Donc me voilà à la fac. À la fac, on me dit en gros, ouais, mais c'est trop tard, mon con. T'as raté le coche, là. Donc, tu te le tailles en biseau, comme disait Coluche. Hein. Voilà. Et tu t'assois dessus. Et pour le coup, je leur avais écrit une jolie lettre qui m'a valu un maintien exceptionnel de bourse, dans lequel je disais quelque chose du genre oui, mais moi, je sais pourquoi je suis là. C'est-à-dire, je le sais, quoi. Je suis pas là... J'utilisais cette image. Je disais, je suis pas là porté par le vent du bac. C'est comme une feuille qui s'envolerait et puis pan, qui retomberait à l'université. Ça, c'est quoi ? C'est une approche andragogique. Andragogique, ou c'est une approche pédagogique. Alors, bon, après, j'ai des bases de discursif, ou quoi. Donc c'est-à-dire que j'ai sorti ce que je pouvais pour défendre mon cas, vous voyez. Alors, je vais te répondre par provocation, en fait. Est-ce que je peux imaginer qu'un enfant de 3 ans ne sait pas pourquoi il est à l'école ? À partir du moment où je peux affirmer qu'un enfant de 3 ans ne sait pas pourquoi il est à l'école, je te dirais, on valide l'andragogie. Puisque une des qualités, c'est que toi, tu sais pourquoi tu y as été. Mais je peux pas affirmer qu'il le sait non plus. Mais je peux pas affirmer, quoi. Voilà. Et donc, dans ce doute-là, je ne valide pas plus l'andragogie que la pédagogie. Oui, parce que sur les bancs que tu as eus,
je suis sûr qu'il y a des gens à côté de toi qui, Mais tout adultes complètement. qu'ils étaient, Oui, ne pouvaient pas complètement. dire pourquoi ils étaient là, portés par le vent du bac, comme tu l'as dit, avec ces Vous pouvez le guillemets. dire, hein. Vous pouvez le dire. Hein. Donc- Mais il faut savoir qu'à ce moment-là, l'université, j'avais que de première année de droit, ce qui fait partie de ces filières un peu où est-ce que les gens qui savent pas trop y vont, en fait. Donc j'avais cette détermination. Donc ça veut dire qu'en fait, pourquoi je te réponds ça? Parce que je pense que de ce point de vue-là, même si les formes d'expression de savoir pourquoi on est à l'école ou ne prennent pas les mêmes formes, parce que la maîtrise du langage, mais un élève qui va au collège pour voir ses copains, il sait pourquoi il est là. Et donc moi, la pédagogie que je vais employer, c'est une pédagogie qui part d'un sens que lui a créé. Ça ne veut pas dire que c'est le sens que l'institution lui propose. Moi, t'as gagné, là. C'est bon. Non, c'est moi, pas- moi c'est bon, ouais, moi, ça va. Je prends. Non, mais Non, je mais ça prends. veut dire, c'est pas une pirouette. Ça veut dire qu'en fait, en tout cas, moi, c'est la façon que j'ai de l'appréhender du point de vue professionnel. Mhm. Et c'est les objets que je travaille en recherche. Donc, je suis très partisan sur cette question-là. Quand j'ai dit que j'étais proche des psychologies humanistes, c'est que je crois en l'humain. Et je crois en l'humain Première erreur. de façon inconditionnelle. Deuxième erreur. De façon inconditionnelle. Si tu as vu le film Entre les murs, la scène de rupture du film Entre les murs, Mhm. la scène de rupture du film, c'est lorsque le prof, poussé à bout, dit celui-là, on ne l'amènera pas plus loin. Et il renonce. Attends, c'est pas avec Bégodeau, ça C'est celui-là. Ah oui, mais je l'ai vu. Et alors. lorsqu'il dit ça, ça crée le conflit. Et il y a une symbolique forte parce que le conflit dans cet établissement naît du moment où un prof a renoncé, alors que c'était un prof plutôt offensif, a renoncé, c'est-à-dire qu'il a remis en cause l'éducabilité inconditionnelle. Hmm. Il ne croit plus que lui. Alors, il y a rupture du contrat Ouais, total. c'est un très bon film, et d'autant plus que je tombais sur ce chiffre il n'y a pas longtemps. En termes de volume horaire par élève, de travail, c'est les ZEP et les ZEP+, qui abattent le plus de boulot. Et pourtant, c'est pas ceux qui ont les meilleures notes, c'est pas ceux qui se retrouvent dans les meilleures écoles, etc. etc. Donc, tu vois, ces éléments-là, moi, me font pencher d'un point de vue très pragmatique. Donc en termes de présentiel, je repensais à ce que tu disais. Sur ces questions-là, de dire si je crois en la personne, alors il existe des configurations de ressources tellement complexes que moi, ce qui m'intéresse, c'est d'accompagner dans la complexité, et c'est mon travail de recherche, donc autour de la pratique réflexive par exemple, d'accompagner l'enseignant dans la complexité. Et si je le pose de ce point de vue-là, alors je ne vois pas pourquoi je ferais une différence. Si je suis en termes d'accompagnement de la réflexivité de l'enseignant, cet enseignant, il va avoir une réflexion sur le complexe, que ce soit un élève de maternelle, que ce soit un étudiant à l'ENS, que ce soit un élève de terminale S en maths. Il a à prendre l'individu là où il est, comme il est, et avec toute sa compétence, à construire les stratégies pour faire qu'il y ait un rapprochement, et c'est bien l'enseignement, entre un apprenant et le savoir. C'est-à-dire une vision, je termine juste sur la formule qui me semble être illustratrice de cela, c'est qu'il y a une vision unifiée et totalement indissociable du couple enseignement-apprentissage. Du coup, c'est la même école de pensée qu'on retrouve chez les Montessori, par exemple. C'est ça ? Ça peut se baser sur ce même type de principe. Maintenant, le risque qu'il y a avec ces labellisations, ce serait qu'elles nous donnent des méthodes clés en main. Et tout à l'heure, dans mon propos, j'ai parlé justement de cet intervalle qui était pragmatique, là, qui était accaparé par des gens qui ont des méthodes. Et en termes de projet d'émancipation d'un enseignant, mais donc finalement peut-être par ricochet de ses élèves, il me semble que l'intérêt n'est pas de penser en termes de méthode, mais il est en termes de principes pouvant permettre d'aller jusqu'à la construction de méthodes, et ces principes étant pensés dans l'éthique, qui est à la fois la confrontation entre une éthique de l'institution, une éthique de la République, une éthique macroscopique du groupe, voilà. Du collectif, et une éthique individuelle. Et que cette complexité, c'est finalement cette forme de transaction entre des éthiques, des objectifs, des finalités, et la conception au milieu de méthodes, mais qui ne sont pas le label Montessori. Moi, si on regarde mes pratiques pédagogiques au quotidien, oui, je peux effectivement être proche de certaines mises en œuvre qui sont de type Montessori. Oui, alors je n'ai pas parlé, mais un amont commun, quoi. C'est ça que je pense. Et ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir, et moi en tout cas je travaille sur ces objets, comment amener les enseignants à décortiquer cet amont, qu'il soit commun ou non, quand bien même ce seraient des gens avec qui je ne partage pas l'éthique, mais qu'ils puissent, eux, porter un regard sur leur propre éthique
et la cohérence avec les méthodes qu'ils utilisent. Notamment les accompagnant dans un objet de réflexion tel que la congruence, la forme et le fond. Un enseignant qui fait un cours magistral sur les pédagogies actives manque de congruence. Donc voilà un exemple par exemple. Bon, bah alors on va faire une petite pause musicale et on se retrouve tout de suite après. Assise sur les bancs du grand amphithéâtre, tout près de la sortie, c'est une place en or. Je regarde les gens qui meublent ce théâtre et qui baillent et qui rebaillent encore. Le professeur fait son cours sur l'histoire d'Angleterre. En 1066, invasion des Normands. En 1338, il y a eu la guerre, celle qu'on a appelée la guerre de 100 ans. Qu'est-ce qu'on se marre à la fac de lettres? J'en ai encore pour quelques années peut-être. Qu'est-ce qu'on se marre à la fac de lettres? Les enfants vers midi, le cours est terminé. 2 heures de cours, ça creuse et ça semble bien long. 100 balles dans la machine et vous pouvez manger des sandwichs au jambon où il n'y a pas de jambon. Des étudiants, des jeunes ou bien ceux des haltères. Moi je pense à lundi où je serai au studio. Sans oublier que les mines de charbon d'Angleterre se trouvent à Liverpool, à Cardiff et Glasgow. Oh, qu'est-ce qu'on se marre à la fac de lettres? J'en ai encore pour quelques années peut-être. Qu'est-ce qu'on se marre à la fac de lettres? Assis tout près de moi, il y a des gens de psycho, des petits gars boutonneux qui parlent de leur âme. Et avec de grands gestes, chacun fait son solo sur la pensée de Kant, de Bergson ou de Sartre. Quand ça devient mignon, c'est une licence de lettres. Petit costard cintré, grand de fente dans le dos, qui vous dit volontiers avec fierté peut-être: mais je ne lis que Gide, Verlaine ou Rimbaud. Qu'est-ce qu'on se marre à la fac de lettres? J'en ai encore pour quelques années peut-être. Qu'est-ce qu'on se marre à la fac de lettres? J'en ai encore pour quelques années peut-être. Qu'est-ce qu'on se marre à la fac de lettres? J'en ai encore pour quelques années peut-être. Qu'est-ce qu'on se marre à la fac de lettres? Difficultés qu'on peut avoir à apprendre ou à désapprendre en parlant de biais cognitifs. J'imagine que c'est quelque chose que tu rencontres, les biais cognitifs, tu dois en parler. Est-ce que c'est quelque chose que tu enseignes, que tu décryptes avec tes élèves? Oui. Et avec une entrée présentée comme telle. Non, c'est intéressant, voilà, justement, parce que c'est la première fois depuis 2 ans où on aborde, dans le cadre d'un cours avec un collègue, cette question-là. C'est un cours sur l'éducation à la pensée critique. Qu'est-ce que c'est qu'un biais cognitif déjà? Alors, si tu me permets, je passe par la pensée critique pour arriver à ce que c'est que le biais cognitif. Ouais, je te dis, si tout le monde pouvait commencer par la pensée critique, je prends. Vas-y. Alors on y va. Alors la pensée critique, donc, je vais pas la définir, je veux arriver au biais. C'est l'idée à un moment de développer quelque chose qui sort de la crédulité, de la naïveté. Dans le sens un peu Gérald Bronner, c'est ça? Oui. La crédulité, oui. Enfin, je précise, c'est pas péjoratif. Non, c'est pas péjoratif. C'est le fait de croire, quoi. C'est le fait de croire, et le fait de croire avec facilité dans un monde de surinformation risque de donner des dominations aux croyances qui ont facilité à être diffusées, quantitativement et qualitativement. Voilà. Plus on l'entend, plus c'est beau. Quantitativement, c'est la masse, c'est ce qui se rediffuse, qui se retweet, ce qui se rebalance dans les réseaux sociaux, et qualitativement, la répétition, et si on y croyait avant, encore plus. Quoi. Le renforcement, et qualitativement, c'est la simplicité du raisonnement. Ce qui actuellement est appelé populisme, beaucoup.
C'est-à-dire qu'on fait le rapprochement entre un raisonnement qui est populiste et donc il y a de ça, même si je ne rentre pas sur la définition de ce terme-là. Mais ce qui est à rapprocher, donc ce qui est simple et répété. Simple et répété, si on reprend un petit peu en histoire, c'est la base de la propagande. C'est la base même de la propagande, la répétition et la simplicité. C'est Goebbels. Goebbels a repris des travaux sur ces questions-là, a cité énormément les auteurs qui ont été les théoriciens de la propagande du début de siècle aux États-Unis, notamment utilisés par les lobbies de la cigarette ou autres. Oui, j'ai envie de dire enfin, presque trivial de le dire, mais un peu comme tout le monde, quoi. Mais mieux que ça, sans être cynique, comme tout le monde et comme tout bon pédagogue. Oui, complètement. Parce qu'un bon pédagogue, c'est pour ça que je pose pas de jugement de valeur. Un bon pédagogue, c'est ce qu'on en fait. Un bon pédagogue, c'est un manipulateur, c'est-à-dire qu'il va manipuler un certain nombre de choses pour les répéter de façon assez simple pour qu'elles puissent impacter l'autre. Sauf qu'il n'y a pas que ça chez le pédagogue. Il y a l'usage de ce que l'on fait, de cette simplicité acquise. Et donc là, on est sur les finalités, et est-ce qu'on est du côté de l'émancipation ou non ? Et donc, je vais aller sur la pensée critique. Il dit des gros mots à mon antenne et tout. Émancipation, il a dit. Hein. Alors bon, je retire ce mot-là. Non. Je retire ce mot-là. On le double. Allez. Je vais aller plus loin. En fait, la pensée critique, c'est justement ce qui permet à un moment de sortir de cette simplicité et juste de résister lorsqu'on nous dit 2, 3, 4 fois la même chose. De se dire qu'il y a un voyant qui s'allume en disant « Oh, ça fait 5 fois que je l'entends, ça ?» Développons un tout petit peu de pensée critique. Juste par parenthèse, avant d'enchaîner sur les biais, ce que tu dis me fait beaucoup penser à ce que certaines personnes en France appellent l'éducation populaire. Est-ce qu'il y a un lien ? Je pense à des gens comme Franck Lepage ou les Scopes Le Pavé, Lardeur. Moi, je ne dirais pas qu'il y a un lien de façon non, exhaustive. C'est-à-dire que oui, certaines personnes qui ont un discours anti-crédulité, je dirais, d'accord, sont dans le milieu de l'éducation, sont dans le milieu de l'éducation populaire. Pourquoi ? Parce que c'est un milieu alternatif au milieu de l'éducation dominante qui est instituée, d'accord ? Qui paradoxalement est aussi le type de discours que peut désavouer Gérald Bronner, d'une certaine manière. C'est ceux qui se prétendent véritablement ou faussement du côté du dévoilement. Il développe beaucoup cette idée du dévoilement. Donc là, je dirais que ce n'est pas absolu, puisque dans l'éducation populaire, on a aussi des modèles qui sont basés sur la répétition, et le simple aussi. C'est historique, ça dépend des milieux, donc voilà, il faut juste ne pas généraliser ce qu'est éducation populaire. Par contre, on a dans l'éducation populaire des choses qu'on identifie clairement comme étant ces processus d'éducation à la pensée critique, par quelque biais que ce soit, hein. L'utilisation du sport, l'utilisation de la culture, du théâtre, de plein de choses. Et je pense que j'ai utilisé le terme culture à mauvais escient là, dans la phrase précédente, mais c'est pas grave. J'ai rien dit. Voilà. Donc il y a toutes ces possibilités. Maintenant, si je vais sur les biais cognitifs, c'est quoi ? Et là, moi, je renverrai à l'ouvrage que j'ai cité tout à l'heure d'Olivier Houdet sur le raisonnement. C'est un ensemble de fonctionnement cognitif, donc en gros pour le dire de façon de penser, si je veux le dire simplement, de façon de penser qui nous permettent de traiter de l'information et qui sont des choses qui sont à la fois acquises, donc le fruit d'une construction, et se basant sur du génétique, dans le sens où c'est du câblage génétique, neuronal qui existe. D'accord ? Par contre, les circuits que l'on a sont des circuits qui sont largement acquis. Donc, qui sont créés par l'histoire, par la culture, par notre historicité. Donc, en gros, c'est un déterminisme génétique parce qu'on a un cerveau qui est au niveau de la tête et pas au niveau des pieds. Qui a des limites, qui a des capacités, des caractéristiques. En même temps, il y a une sollicitation de certains parcours d'information par notre passé. Et qui crée du coup une sorte de deuxième niveau de déterminisme potentiel, qui est un déterminisme au sens de l'habitus. De réflexe, presque. Et qui va jusqu'au réflexe. L'habitus crée les réflexes chez Bourdieu. Donc, à partir de ce moment-là, oui, on a cet élément-là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en termes de biais ? Pour donner des exemples très précis. Des exemples très précis de biais. On a, alors, tous les classiques, mais ceux-là, les syllogismes, bon... Aristote est vivant, mais il est... D'accord, tout cela, on les a. D'accord. Est-ce que tu as un beau biais de confirmation dans ta besace ? Non, mais on va en prendre d'autres peut-être aussi. Il y a les biais de confirmation, mais il y en a d'autres. Les biais d'association. Un biais d'association, là c'est Houdet qui donne cet exemple. Linda est militante féministe en 68 et elle fait des études en sciences économiques.
D'accord ? Y a-t-il plus de probabilité dans les années 80 de la retrouver banquière ou banquière féministe ? Quand on pose cette question, les gens disent banquière féministe puisqu'ils associent à son parcours. Or, statistiquement, non. Elle a des chances, puisque banquière est une catégorie... Banquière, ça gagne. Puisque banquière est une catégorie qui englobe les banquières féministes. Maintenant, question optionnelle. Emmanuel Macron, est-il président, banquier ou est-il banquier? À vous, Cognac G. Donc, dans ce biais d'association, qu'est-ce qu'on fait ? En fait, le cerveau a un fonctionnement qui est intelligent. Et attention, et l'intelligence aboutit à la crédulité dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'il est intelligent du point de vue du coût énergétique. En fait, il a utilisé son mode de fonctionnement le moins coûteux. Donc il a associé féministe, économie à banquière féministe, et il a dit c'est cette réponse qui domine. Or, si on prend 2 minutes pour réfléchir, puisque la catégorie banquier englobe la catégorie banquier féministe, forcément il y a plus de chances qu'il soit banquier, puisque c'est une catégorie au-dessus, statistiquement. En Mais fait, c'est un biais c'est des mauvais réflexes de réflexion qui sont économiquement valables. Mais quand on a parlé de raisonnement économiquement au niveau du coût énergétique, oui, d'accord, oui. Parce que le chemin, lui, il n'a pas été alerté pour aller passer par un autre chemin détourné en termes de flux nerveux. Donc on a un circuit qui s'est renforcé. Et là, on tombe sur d'autres biais, les biais de confirmation. Par exemple, dans un discours, on écoute un homme politique et on va retenir ce qui confirme, ce qui renforce notre propre croyance. Et on n'entendra pas le bémol ou on n'entendra pas la parole de l'autre. Oui, j'avais vu ça, que les biais de confirmation se manifestent aussi, non pas en renforcement positif, mais même en renforcement négatif, dans le sens où si on tombe sur un discours avec lequel on n'est pas d'accord, on a tendance à moins retenir, à moins même comprendre des tests faits avec des platistes, etc., ceux qui pensent que la Terre est plate, vont avoir tendance à même moins comprendre quelque chose qui irait pas dans leur sens. Mais honnêtement, quoi. Tu vois ce que Tout à fait. Parce que, encore une fois, l'économie cérébrale, en termes d'énergie, amène à faire des choix. Et ces choix-là, alors là, par contre, ça nous ramène plutôt à des questions d'évolution. Il semblerait que ces choix-là soient des produits de l'évolution. C'est-à-dire qu'on a une plasticité cérébrale qui a amené, et dans la théorie de l'évolution au travers du hasard et autres, notamment par rapport aux instincts, la question des instincts, elle pose cette question fondamentale. C'est-à-dire, est-ce qu'on a un certain nombre d'instincts qui sont des produits d'une histoire très très longue et dans lesquels il faudrait des expériences incroyables pour que la plasticité cérébrale les transforme. Alors ça fait justement plusieurs fois qu'on entend, ça fait 3 fois qu'on entend ce terme de plasticité cérébrale. Je t'en donne la définition que j'ai l'impression que tu en as un usage différent. Moi, de ce que j'ai compris de la neurologie, c'est la plasticité cérébrale, j'ai des parties du cerveau qui sont allouées aux choses manuelles, par exemple. Seulement, j'ai peu d'activités manuelles dans ma vie. Il se trouve qu'un jour, je me mets à faire du tennis et on a fait une photo de mon cerveau avant. Puis 3 mois à 6 mois après, on refait la photo et on se rend compte que les parties du cerveau qui sont allouées à ça se sont non pas grossies, elles n'ont pas grossi, mais elles se sont densifiées en réseau de neurones, ce qui me permet d'être effectivement plus habile. Ça, c'est du coup des échelles de temps. Si j'arrête de faire du tennis, ça redescend, la densité. On est d'accord sur cette définition ? On est d'accord sur cette définition. Comme ça, tout le monde comprend. Par contre, on a des adaptations au milieu qui créent... c'est cette idée. Qui crée une forme d'efficacité. Et dans la sélection naturelle, on a un certain nombre de ces paramètres d'efficacité qui peuvent être transmis. Et là, il y a tout un champ nouveau qui est l'épigénétique, qui est en train, on déborde peut-être de la question de l'éducation, mais là, il y a tout un champ. Mais c'est des champs qui sont intéressants. Pourquoi ? Parce que c'est des champs qui nous obligent à réfléchir de façon pas manichéenne sur l'inné et l'acquis, notamment en matière d'éducation. Tu l'as pas. Voilà. Exactement. Mais c'est aussi le piège des sciences cognitives, c'est que c'est le secteur qui nous apporte des éclairages. Pas des réponses, mais des éclairages. Et c'est bien là, toute une question d'épistémologie, c'est comment se construit l'approche de l'enseignement. D'accord ? Est-ce qu'elle se construit comme étant un produit scientifique ? Ou est-ce qu'elle se construit comme étant un produit culturel et sociétal ? Et alors, du coup,
comment on gère ça, quoi, dans l'enseignement? Comment on gère le fait que non seulement on doit décrypter des biais cognitifs, mais en plus, on arrive, nous, on a les siens, qu'on a potentiellement un peu potassés quand même, et en face de nous, on a des gens qui en ont aussi. C'est quoi? On fait du cas par cas, on donne un cadre un peu global, et on dit, allez, faites gaffe à ça en général, on a la constante macabre en enseignement, on a le biais de la première impression, on a etc., etc., etc. On a deux façons de le faire. Il y a un côté très pragmatique qui est de dire, si je suis à côté d'un élève, quelles sont les hypothèses que je peux faire pour expliquer sa difficulté? Et dans le cadre des hypothèses, il y a un certain nombre de choses qui sont relatives au biais cognitif. Mais il y a aussi des éléments qui sont liés à la motivation. Il y a des éléments qui sont liés au niveau de difficulté de la tâche, qui n'est pas en adéquation. Et donc là, ce n'est pas du tout un biais cognitif. C'est la formulation de ma consigne qui... Donc en fait, le biais cognitif, c'est un des éléments de décryptage de la difficulté de l'élève. Et quand je dis difficulté, je ne pense pas aux élèves en difficulté, puisque tout apprentissage ne peut passer que par une difficulté. Sinon, c'est qu'on sait déjà faire. Donc il n'y a pas d'apprentissage. Donc décrypter la difficulté par des angles dont les biais cognitifs sont un des moments d'éclairage. Olivier Houdet, lui, puisqu'il a travaillé spécifiquement en recherche sur ces questions, il va sur une autre piste. Il dit, nous avons dans le cerveau des systèmes. Okay, ces systèmes 1 et 2, c'était les systèmes qui ont abouti au prix Nobel d'économie de Kahneman sur les jeux. Les nudges, c'est ça? C'est Kahneman, c'est les nudges, c'est celui qui essaye d'influencer un petit peu les agents libres du marché. Alors oui, mais sa première théorie, son premier bouquin en fait, enfin c'est pas son premier bouquin, mais son bouquin qui a fait vraiment. En quelle année? Dis-moi l'année. 2002. Alors non. Voilà. Non, et ces travaux donc, qui sont autour des années 2000 portent sur la question des deux systèmes. Et en fait, en économie, il va aller voir quelle est la rationalité de la décision. Okay, très classique. Et il se rend compte qu'on a un système 1 qui est très réactif, okay, et qu'on a un système 2 qui est rationnel. D'accord ? Et ce système 1 réactif, c'est celui qui est au front. Puis des fois on passe au système rationnel, mais quand on est trop au front, notamment un Golden Boy ou autre, il est trop au front, ce qui fait que c'est un système complètement irrationnel. C'est celui des nudges, ouais. Donc, mais ça c'est la base, voilà, qu'il avait développé. Donc après il a développé tout ça. Et Olivier Houdet, en travaillant notamment en imagerie cérébrale, se rend compte que le passage du système 1 au système 2 n'est possible, je ne vais pas dire n'est que possible, mais est rendu majoritairement possible lorsqu'il y a un troisième système, le système 3, qui vient inhiber le système 1. C'est-à-dire que lui, ce qui est intéressant, il ne dit pas il y a deux systèmes qui sont complètement opposés, l'un de la rationalité et l'autre de l'irrationalité, mais il y a un troisième système. Et donc Kahneman, dans les années 2000, dit deux systèmes, et Houdet dans les années 2000, alors son bouquin c'est 2014, là, ses travaux c'est 2010 en gros, il arrive avec ce troisième système qui est un système inhibiteur. C'est-à-dire, pour passer à la rationalité, il faut inhiber le système 1. Et là, on est sur une autre option. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Les voyants. En euros, hein. En euros, ils voient ça. Et là, on est en euros, ouais. Et il identifie en fait dans le cortex préfrontal ventromédian, deuxième gros mot après émancipation, il identifie une zone qui s'active lorsqu'il y a inhibition du système 1 pour passer sur le système rationnel. Et donc, Kahneman, dans les conséquences pédagogiques qu'il y avait, c'était le surdopage du système rationnel pour pouvoir répondre au Quand je te dis 1 plus 1, tu me dis 3. Non, 1 plus 1 égale 2. Mais là, ça voudrait dire que je fixe l'opposition entre les deux systèmes. Olivier Houdet, lui, dans sa proposition, dit ça sert à rien de dire 1 plus 1 égale 2 à quelqu'un qui pense 1 plus 1 égale 3. On va inhiber le 1 plus 1 égale 3 pour pouvoir re-rentrer dans un raisonnement logique où un stylo plus un stylo, ah oui, rationnellement, égale 2 stylos. Pour cette inhibition, lui, il dit qu'il y a de l'entraînement. Ouais, alors ça me fait penser à plusieurs philosophies. Notamment l'homme parfait spinoziste qui a réussi à inhiber d'une certaine manière ses affects. Mais c'est pas comme ça qu'il fait. C'est-à-dire que moi, ça m'embête un peu parce que lui, ce qu'il fait, c'est en gros, j'ai lié les bons affects à la bonne rationalité. Ce qui n'est pas le cas là. Et là, c'est pas le cas. Non, c'est pas tout à fait le cas. Là, c'est l'idée que on peut travailler. C'est quelque chose qu'on voit très souvent dans l'existentialisme, en philosophie de l'existence.
on a souvent ce truc-là. Et je vais me renseigner parce qu'en général, c'est des gens qui restent très branchés sur la neuro, parce que ça leur donne du grain à moudre, t'imagines ? Là, l'intérêt... mais tu as vu que c'est une seconde option, ce que je t'ai dit. Hein. La première option au niveau professionnel, elle est de dire que les biais cognitifs sont un des éclairages de la difficulté. Et je t'ai dit, après, si on va travailler sur Houdet, lui, il dit, attention, on pourrait aussi pédagogiquement inscrire dans le programme de formation la vigilance. Parce que quand j'ai dit inhibition, en fait, c'est une vigilance. C'est-à-dire un système qui soit... Le premier système qui soit mobilisé, c'est la vigilance avant le système réactif. Voilà ce qu'il dit, lui. Ne pas laisser rentrer en action ce système 1 réactif, parce qu'il est satisfaisant, notamment dans les biais de confirmation. Donc, il nous permet d'avancer. Et donc, il y a une des citations, je crois, où il dit « Tant qu'une connaissance paraît valide, on n'a pas de raison de l'interroger. » Et ce qu'il dit, lui, dans le système 3 d'inhibition, ce qu'il dit dans le système 3 d'inhibition, ça va être de demander à ce que l'on puisse mettre dans les curriculums de formation qu'il y ait d'abord un travail sur la vigilance, en premier point. D'accord. Ouais, non, bah alors, on arrive doucement vers la fin. J'ajouterais juste en note là-dessus. Alors, pour le coup, c'est vrai que Spinoza fait pas... En fait, il en fait l'économie de cette sorte de suspension, mais sans vraiment... C'est-à-dire qu'il t'entraîne à avoir des affects qui mettent en pause un petit peu. C'est-à-dire, tu as envie de ça. Tu as le désir de cette chose. Donc, tu as des affects liés à cette chose. Et non pas cette chose a de la valeur. C'est ce retournement de « je désire une chose non pas parce qu'elle a de la valeur, mais elle a de la valeur parce que je la désire ». Et du coup, il va jouer sur ces affects-là pour les rediriger. C'est vrai qu'il fait l'économie de cette suspension. C'est pas exactement la même chose, et notamment parce que les temporalités ne sont pas les mêmes. Voilà, mais j'ai l'impression quand même qu'il utilise ça, mais de manière momentanée et très ciblée. Dans le rapport, en fait, je pense à l'éthique. Hein, à des éléments, dans le rapport à des éléments qui nécessitent un traitement cognitif. D'accord. Et donc... Et ça nous intéresse parce que c'est des temporalités de l'urgence qui est le face-à-face pédagogique avec un élève. On est dans l'urgence. Il faut réagir, il faut voir. Et donc ce système 1, il est hyper opérationnel. C'est celui qui permet de répondre à toutes les tâches rapides. Puisqu'il est économique, donc c'est celui qu'on a construit et on n'a pas de raison de l'invalider. Et donc lui, il dit, puis si l'éducation est un processus d'émancipation, c'est-à-dire de recul, l'émancipation, c'est d'abord ce recul pour ensuite sortir, ou non, faire le choix autonome, indépendant de sortir ou non d'un système, par exemple. Si je dois prendre ce recul, eh bien, ça se matérialise par un tout petit temps qui est celui de l'inhibition de la réaction. D'accord. C'est ce que dit... alors là, j'ai un exemple qui est... Si je peux prendre une minute ? Il y a un exemple qui est assez génial. Ça fera une minute de moins pour la prochaine question qui sera bien la sûr, dernière. mais tant pis. Kortchak, il y a un bouquin sur lui qui s'appelle « Le roi des enfants », donc qui était un médecin dans le ghetto de Varsovie, qui a dédié sa vie aux enfants des rues, de façon en plus c'est conjoncturel. Il est rentré là-dedans et il s'est retrouvé à monter un système éducatif assez incroyable, avec que des enfants qui étaient issus de la rue, abandonnés, des enfants très violents, tous orphelins, et qu'il a suivi d'ailleurs, alors là c'est le moment émotion, hein, et ça c'est un biais cognitif de travailler sur l'émotion justement, qu'il a suivi dans les camps de concentration. C'est-à-dire que quand ils ont été déportés, il les a suivis dans le train, alors qu'il était protégé lui. Donc il y a quand même du militantisme. Comme disait l'autre, nananaire. Ouais, lui il est quand même... donc c'est le moment biais émotionnel. Là. Voilà, jouer sur le biais émotionnel pour faire croire que ce que je vais dire après est valide. Qu'est-ce qu'il fait ? Lui il dit, j'ai des enfants qui sont hyper violents. Et l'éducation pour moi, Mérieux a réutilisé ce terme, il a dit, c'est la capacité à sursoir. C'est-à-dire à ne pas passer à l'acte, à ne pas se laisser aller au réflexe. Ah, dans le sens psychanalytique, le sursoir Non, sursoir à l'acte. Sursoir, le verbe sursoir. Non, vraiment, pas ni le surmoi, ni le sursoi, ni le sur toi, ni sur personne. Donc sursoir. On est des gens c'est-à-dire reporter l'acte. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait sur ces enfants violents ? Lorsque des enfants rentraient en conflit, se battaient, violemment, hein, il y a eu des accidents et autres, il leur disait, prenez une feuille et donnez rendez-vous demain à la personne que vous voulez tuer en lui disant que vous allez la tuer. Donc ces enfants, prenez une feuille et notez « Demain, je vais te tuer à 8 heures ». Sur sa carrière, il dit qu'il n'y a jamais eu personne au rendez-vous. Il a cru en l'humain en lui donnant la capacité temporelle de sursoir. L'éducation, à mon sens, c'est cela. C'est-à-dire donner à chaque humain
la possibilité d'avoir le temps de prendre sa décision. C'est ça qu'il faut que je donne à... On disait en off, mais je vais lui envoyer une lettre. Non mais oui, c'est un peu ce qu'on dit quand on dit non, si t'as un coup de sang, attends le lendemain pour envoyer un mail, c'est un peu ça. Ouais. Différer l'affect. Oui, mais quand on parlait du système inhibiteur, parce que je suis parti de là, de ce système 3 qui inhibe finalement la pensée réflexe, ou en tout cas ce système 1 qui est très économiquement valable au niveau coût énergétique cérébral. Dans ce sens stoïcien qui est le premier mouvement, ce qu'ils appelaient le premier mouvement. Le risque de ça, c'est, et Spinoza probablement pose ce type de question, c'est à un moment, c'était le Stéphane Hessel, est-ce que l'indignation, qui est le premier mouvement, est préservée par la rationalisation? Et ça, donc, c'est intéressant en termes éducatifs. C'est-à-dire, je vais le dire différemment, est-ce que par la rationalisation aussi et l'inhibition, on tue l'enfant? Ou le Peter Pan, voilà. Eh bien, ce sera le mot de la fin. On arrive à la fin de l'émission. Je suis très heureux de vous avoir reçu. Je vous vois que au début et à la fin. Ouais, voilà. Yann Vacher pour cette émission. Nous avoir parlé d'éducation de l'éducation. Et je vous dis à bientôt sur Radio Né, dans Débat ta science 90.6, etc., etc. Vous connaissez la chanson. À bientôt, les amis.